Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, on est ravis de vous retrouver, c'est lundi, c'est les vraies voix avec Philippe David. Ça va Philippe? Ça va très bien, Cécile, et vous? Oui, très bien. Moi, je suis Quand très... on se retrouve aux commandes, là, ça me va très bien. Ouais, vous êtes content, vous êtes heureux? Oh oui, et vous? C'est le plus beau jour de votre vie? C'était déjà le plus beau jour de ma vie vendredi, puis jeudi dernier, et demain et après-demain, vous voyez ce que je veux dire. Et vous êtes rectiligne. Absolument. Voilà, vous êtes... oh là là, comme le niveau de la mer. Bon, moi j'attache ma ceinture parce que je crois qu'on va décoller. C'est possible. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue dans cette émission de débat. Et vous allez voir, débat. Et bien sûr, on s'amuse aussi, puisqu'on prend du plaisir à commenter l'actualité tous les jours. Au 0826 300 300 avec nos vraies voix. Vous voulez la commenter, on vous attend bien entendu. Au standard 0826 300 300. Bienvenue, c'est les vraies voix. Et au sommaire de cette émission, on va revenir sur les retraites, ces manifestations qui arrivent demain. Est-ce que vous comprenez la radicalité des syndicats à la veille d'une deuxième journée de mobilisation contre la réforme de retraite? De plus en plus de fédérations syndicales affichent une intention radicale de blocage du pays et d'action de coupure d'électricité, par exemple. Très ciblé, Philippe. Oui, Cécile, à l'instar de la CGT qui estime que le calendrier de l'intersyndicale est trop mou et trop lent, alors que le gouvernement sprint de son côté pour faire passer sa réforme. Je cite la CGT, mais radicalité des syndicats quand on parle de bordélisation de la France. Je cite Gérald Darmanin, quand on dit grosso modo il n'y a rien à négocier comme Elisabeth Borne. Est-ce que la radicalité n'appelle pas à la radicalité? Demain vous irez dans la rue ou demain vous dites il faut arrêter la grève? On vous attend au 0826 300 300. Et sur cette question, comprenez-vous la radicalité des syndicats? Vous dites oui à 79%. Et puis à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Faut-il juger les mineurs auteurs de harcèlement scolaire? 3 semaines après le suicide de Lucas dans les Vosges, 4 adolescents de 13 ans vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide, Philippe. Oui, Cécile, fait divers dramatique. Grâce à la loi Balanon du 2 mars 2022, le harcèlement scolaire devient un délit passible de 10 ans de prison et 150 000 € d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée. Vous avez été harcelé, vous avez eu des enfants harcelés. Cette affaire vous a mis, on va dire, vous a retourné les tripes puisqu'elle est vraiment dramatique, le suicide d'un enfant de 13 ans pour homophobie. Appelez-nous au 0826 300 300. Et on vous pose cette question, faut-il juger les mineurs auteurs de harcèlement scolaire? Vous me dites oui à 91%. Bienvenue, c'est les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et les vraies voix, elles sont là avec nous aujourd'hui, avec Philippe Bilger, qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Et la parole, bonjour. Elle est bien pendue chez Philippe Bilger. Bonjour, ma chère Cécile. Comment ça va, Rossel? Le reste, Je parlais de la langue, évidemment, la langue bien pendue. Mais non, mais ça attendez. va avec la parole, d'une certaine manière, mon cher Philippe. Oui, absolument, c'est moi, j'étais partie sur un autre truc, pardon, désolé. Bon, je crois que Bon, allez, affaire suivante. On enchaîne direct. Elisabeth Lévy est avec nous. Bonsoir, directrice de la rédaction de Causeur. Ça va, Elisabeth? Ah, mais elle est très jolie, l'hôtesse, aujourd'hui. Elle est mignonne. Elle dit des bêtises, mais elle est mignonne. Très jolie, madame. Je peux avoir un coca? Oui, non, pas tout de suite. S'il vous plaît. Ce sera comme votre note, ce sera très bien. Allez, Tom Conan est avec nous, qui est notre auteur. Bienvenue, Tom. Ça va, Tom? Écoutez, ça va, ça commence plutôt fort, donc je pense qu'on va devoir garder un petit peu la teneur. Ouais, il était bien ce week-end, les amis? il a été très bien. Bon, Philippe, Très on bien. a vu ses tweets, il était à fond sur le football. Et Elisabeth? Vous voulez savoir si Votre mon week-end week-end était bien? Parce que j'ai compris, est-ce que Tom était bien ce week-end? Les deux sont vachement bien. Jouer quelque part. On est dans le quiproquo permanent là. On peut faire tout à fait excellent. Tout à fait excellent, Oui, Tom. oui. Très bien aussi, j'ai pas fait grand chose honnêtement, mais c'est bien de rien faire Ah, aussi. qu'est-ce que c'est bon de rien faire. Ouais, je me suis observé moi-même. Ah, vous voulez déjà être à la retraite? Je me suis entretenu avec moi-même aussi. Il n'y a pas de malentendu. Vous Ouais, n'êtes pas engueulé? Non, ça allait plutôt pas mal. Moi, j'arrive à mon Globalement, vous étiez d'accord? J'étais assez d'accord. Tout dépend du moment de la journée, évidemment. Eh bien, on verra si Gérald a parlé avec lui-même. Gérald, bonsoir. Bonsoir, Gérald. Vous nous entendez? Oui, je vous entends bien, et vous? Bien, très bien, beaucoup mieux. Vous nous appelez d'Auxerre. Personne n'est parfait. Non, je plaisante. C'est une blague. T'es vraiment méchant. C'est une blague. On embrasse les Auxerrois, bien sûr, qui nous écoutent. Gérald, vous faites quoi dans la vie? Alors, j'étais avant secrétaire médical et j'étais secrétaire d'un syndicat. Je peux le citer ou pas? Bien sûr que vous pouvez. Donc, c'était Force ouvrière. D'accord. Et là, j'ai de la chance parce que je suis en retraite depuis une journée. Oh, félicitations. bravo. Voilà.
In extremis, hein. Et donc, oui, in extremis. Et vous fêtez votre retraite avec les vraies voix de Sud Radio. Ça, on est très content. Alors, Gérald, vous savez que. Vous avez 62 ans, 60 ans, 64 ans 52. Non, j'ai 61, bientôt. Bah 60, c'est pas mal, c'est hein, bien. 60. C'est un bel âge pour prendre sa retraite. En fait, j'ai commencé à travailler à 17 ans et Bah voilà. voilà. Donc, Oui. Amplement j'ai mérité, 44 ans de cotisation. Et ben Pardon voilà. Donc, 44 ans de cotisation, oui. Exactement. Et Gérald, alors vous savez que vous allez pouvoir commenter tout au long de cette émission, en tout cas les points d'actu, et puis vous allez devoir jouer contre l'une de nos vraies voix, contre Elisabeth, contre Tom ou contre Philippe Bilger. Et pour ce faire, je leur demande à chaque fois cet exercice, ça les gonfle, mais moi ça me fait tellement rire. Plus ça les gonfle, plus ça me fait rire. Elisabeth Lévy donc va se vendre à vous pour essayer de jouer contre que vous la choisissiez. C'est de la musique, Non, pas du tout. C'est des questions. Ce sont des vraies questions pour le coup. Bah moi, je pense que vous devriez jouer avec moi parce que je suis une femme. Par galanterie. C'est pas mal. Par galanterie. Et parce que je suis très joueuse. Ouais, absolument. Tom. Alors moi, parce que je suis gay. Ouais. Du coup, c'est une autre bonne raison, laquelle va l'emporter, on ne sait pas trop. Mais excusez-moi, mon vieux, mais Attention, alors là, Philippe. vraiment, vous devriez pas la ramener. Ça de telles argumentations que puis-je Voilà, dire. rien du tout, là. J'ai tenté de plaider à un certain moment le fait que j'étais quelqu'un. Ouais. Après que je n'étais personne. Voilà. Alors je ne sais plus quoi dire à Philippe, Gérald. j'ai une idée pour toi, un mâle blanc. Mais Oui. dites que vous mais êtes je un suis pas symbole. plausible. Philippe Mais Bilger. il faudrait que je sois un peu plus péremptoire dans mon identité. Dites que vous êtes un symbole, c'est tout, c'est le symbole. Un sexe symbole. Oui, mais voilà. Voilà, bah ça y est, fini. la dérive, tout de suite la Il dérive. y en a un qui, vous lui tendez un hameçon, il l'apprend. C'est terrible. Il est Non. tellement prévisible, je vous le dis, tellement prévisible. Bon, en tout cas, Gérald, vous savez que vous pouvez intervenir à n'importe quel moment et vous D'accord. pourrez jouer contre la voix de votre choix, sachant que les autres sont avec vous. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous restez avec nous, Gérald? Oui, tout à fait. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et le symbole veut requérir contre quoi aujourd'hui? Le symbole veut requérir contre l'obsession de la radicalité, Voilà. alors que le radicalisme d'antan n'était que compromis et manœuvre. En Comme effet, c'est bien dit. c'est beau. on voit en permanence dans les médias Cécile et Philippe, même si j'ai scrupule tout de même à De le m'adresser citer, à de lui, le alors citer. qu'il dénature les mots d'esprit les plus beaux. Ça démarre bien cette semaine. La radicalité devient véritablement une obsession. Et la radicalité n'est pas forcément la violence, entendons-nous. Mais ça me passionne de chercher à savoir pourquoi, dans le domaine intellectuel ou dans le domaine politique, il est aujourd'hui nécessaire, pratiquement tout le temps, de faire preuve d'une radicalité, c'est-à-dire d'une outrance, d'un extrémisme dans l'affirmation de la pensée, si on en a une. Et c'est tout à fait étonnant, comme si être radical démontrait qu'on a raison, alors que très souvent, à mon sens, cela démontre le contraire. Cela montre au contraire qu'on n'a pas le courage de la nuance et de la modération. Et aujourd'hui, c'est un vrai courage. J'ai terminé. mon Non, mais cher c'est Philippe. amusant parce que l'avant-dernier livre de Tom Conan s'appelle Radical. Radical. Bah, c'est moi qui ai un peu imposé Je le l'ai mot dans pas l'espace fait public. Hein. Moi, Je voulais vous rendre hommage. j'ai copyrighté ce mot, mais effectivement, je devrais toucher plein d'argent Il depuis. a 12 ans et demi, il nous explique qu'il a copyrighté le mot radical. C'est le rêve. Non, mais je l'aurais bien aimé. Mais non, mais en revanche, alors je suis assez d'accord sur le fait qu'en effet, c'est très confortable d'être radical. D'ailleurs, Raphaël Antoven, il avait expliqué ça un jour de manière très bien. C'est très confortable, mais je pense qu'il y a quand même une raison sous-jacente assez légitime, c'est l'efficacité du discours. Parce que contrairement à avant ou à jadis, à une autre époque en tout cas, il n'y avait pas autant de discours, il n'y avait pas autant de médias, de flux sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc. Et donc, on pouvait effectivement s'exprimer, être repéré comme étant une pensée intéressante dans un magma qui n'était pas forcément très très large et dense. Aujourd'hui, c'est tellement difficile qu'effectivement, il faut être dans l'outrance Il faut d'une monter d'un certaine ton. façon. C'est celui qui écrit le plus fort. Bah, quoi. pour C'est ça. remonter sur Twitter, pour être visible Non, mais sur pardon, les chaînes info en continu, c'est En parlant- terrible. Hein. en Mais parlant- c'est vrai. En parlant de crier fort, excusez-moi, Elisabeth non, mais là, je suis sérieuse. Vous dire quelque chose en se disant, il faut que je remonte sur Twitter, ça ne va pas. Ça ne va pas Je parce suis que assez vos d'accord, vos mais- paroles,
vos paroles sont plus importantes. Dans le micro. Non, mais ce que vous allez dire, c'est plus important que ça, que de savoir si vous allez remonter ou pas sur Twitter. Non, Il faut. Non, mais vous-même, c'est par la- exemple, c'est la vous êtes conséquence. assez radical, mais c'est pas du tout. mais moi, je insultant cherche dans ma pas. Moi, bouche. je dis ce que je pense. Voilà, de manière Maintenant, radical. non, je ne cherche Vous êtes pas. Pardon, radical je par voudrais nature. arriver à finir une phrase et même à la commencer. Et donc, je pense qu'il faut pas chercher à être radical. Il faut être ce qu'on est. Et par ailleurs, j'ai toujours été frappée. Et, ça semblait dans ton lancement, Philippe, ça semblait venir comme ça par le double sens du mot radical, puisque effectivement, les rats de soc, c'était l'inverse de la radicalité, si vous voulez. Et radical, c'est devenu en quelque sorte une identité, c'est-à-dire peu importe le flacon, peu importe le contenu, pardon, pourvu que ce soit, comme l'a dit Tom, outrancier. Mais moi, je trouve que c'est, comment dire, l'appauvrissement du débat public tient aussi à ça. Ah ben on repousse les limites à chaque fois, Philippe Bilger. Cécile, je C'est voudrais moi. rendre hommage au duo que vous formez parce que au départ, le point de vue du procureur, bon, ça paraissait une bonne idée, mais je ne pensais, et sérieusement, qu'elle serait si riche cette idée, parce qu'à chaque fois, elle est commentée de manière très remarquable. Non, mais tous les soirs, Ouais, et c'est c'est vrai. très extraordinaire. Ouais, C'est c'est vraiment bien. Je radical. peux me permettre d'être de plus en plus discutable, Oui. puisqu'après, il y aura des raisonnements très valables. Oh là, C'est lui qui va devenir radical. Vous allez voir, Oui. ça va être terrible. Ah oh là oui, là, ça va être un enfer. Pourtant, mais c'est je un connais beau mot, hein, Ouais. Oui, radical. je connais des gens qui sont des radicaux de la modération. Bien Mon ami sûr. Philippe Reynaud, par exemple, je lui dis toujours, tu es un extrémiste de la modération. Bah ouais. Moi, je pense à tous ces radicaux libres. Hein. Oui. Voilà, je vais Mais vous laisser avec Oh ça. là, avec oh ça. là, oh là. Mais moi je trouve que c'est important de revenir sur ce qu'a dit aussi Philippe Non, sur parce qu'on le n'a pas le fait temps. de ne pas confondre radicalité et violence. Effectivement, on peut C'est être vrai. très radical intellectuellement dans les Absolument. principes sans être violent ou sans appeler la violence à aucun moment. Enfin, souvent, ça Vous va en êtes le ensemble. Pas parfait. forcément, non. Vous en êtes le parfait exemple. Voilà, Oh là moi là je suis vraiment un amour et pourtant je peux être radical. Oui, c'est ça. Bah, vous restez. Il Vous fait voulez- bien sa pub. Hein. C'est parce qu'en fait, il veut absolument Jouer contre Gérald. Voilà, il veut Avec absolument Gérald. que Gérald le choisisse. Allez, C'est pas on vrai, y Gérald, va. c'est Dans pas un un amour. instant, vous restez avec nous. Elisabeth Lévy est là, Tom Conan, auteur, est avec nous, et Philippe Bilger aussi. Dans un instant, le tour de l'actu de Félix Mathieu. Les points importants de l'actualité. À tout de suite et bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ravis de vous retrouver jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est Les Vraies Voix, bienvenue sur Sud Radio. Si vous venez de nous rejoindre, 0826 300 300, c'est votre numéro de téléphone. Parlons vrai, c'est marqué partout sur nos murs. Donc ici c'est chez vous et pour vous accueillir, Philippe Bilger sera avec vous. Pour vous servir le thé, Tom Conan sera avec nous. Parce qu'il est gentil. Auteur. Et pour vous masser le dos, Elisabeth Lévy sera là Moi, je aussi. préfère masser les doigts de pied. Et mais bon. voilà, Madame Perso, Tron mais- est avec Madame nous. Tron. C'est ça, j'ai pensé exactement à ça. Voilà. C'est une collaboration. Et donc on vous accueille avec joie et bonne humeur, même si l'actu n'est pas toujours très marrante. Et ben écoutez, on va essayer de vous divertir et vous apprendre des choses jusqu'à la 19h. Tout de suite, le tour de l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et vos trois mots dans l'actu ce soir, Félix, c'est cohue, mémoire et menace. La cohue dans la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale pour cause de réforme des retraites. En attendant, la cohue peut être dans la rue demain. La mémoire, car chaque élève devrait visiter au moins un lieu historique dans sa scolarité pour se sensibiliser aux crimes du passé. Et puis la menace qu'aurait proférée Vladimir Poutine à Boris Johnson. Selon ce dernier, Boris, je ne veux pas vous faire de mal, mais avec un missile, ça prendrait 1 minute. On a presque envie d'ajouter bien cordialement. Les vraies voix Sud Radio. Faut-il repousser l'âge de départ en retraite à 64 ans? Vaste sujet. En attendant, les députés ont dû répondre à une autre question, peut-être plus prosaïque. La salle est-elle assez grande? Apparemment, il y aurait un petit problème de place. Il faut donner la priorité, je suis désolée mes chers collègues, la priorité quand même au commissaire des affaires sociales. Image postée par Anthony Leboss de BFM, mais aussi par Sébastien Jumel, député PCF. Car oui, la NUPS s'est ramenée en nombre pour assister au début de l'examen en commission. En attendant le passage dans l'hémicycle de cette réforme des retraites dans une semaine, Sébastien Jumel du PCF, donc agacé du manque de place. Il y a eu des velléités de limiter la participation des députés en commission et dans l'hémicycle. Le Conseil constitutionnel avait considéré que rien ne pouvait empêcher un député, lorsqu'il le décide, de se rendre en commission, d'ailleurs celle de son choix, et dans l'hémicycle, considérant que c'était un obstacle à la liberté fondamentale des députés de participer à l'élaboration de la loi. Donc on ne peut pas
empêcher qui que ce soit de venir en commission. Je voulais éclairer la commission en disant cela. Des députés NUPS venus en renfort, ils ont dû se frayer des places entre les députés membres de cette commission des affaires sociales, échaudés peut-être par cette petite phrase d'Elisabeth Borne hier chez nos confrères de France Info. Non, ça n'est plus négociable. La retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine, c'est le compromis que nous avons proposé. Des propos qui ont agacé jusqu'au RN, à l'image de son porte-parole Laurent Jacobelli ce matin dans le petit déjeuner politique de Sud Radio. Il y a un concours d'entêtement et d'orgueil entre le président de la République et sa première ministre. Qui sera le plus dur, le plus abrupt, le plus fermé, le plus sectaire? Je crois qu'elle est en train de prendre le lead justement sur le président de la République. Ce débat, il va être raccourci à l'Assemblée à cause du système qui a été choisi d'un débat limité dans le temps. Il est limité par Madame Borne elle-même qui ferme la porte aux négociations. Je crois que ce gouvernement doit reculer quand 3/4 des Français lui dit non. En tout cas, demain s'annonce très perturbé sur les rails avec seulement 1/3 des TGV, 1/10 des TER, quasiment aucun intercité. La grève de demain, d'ailleurs, on va en reparler dans votre grand débat. Ce sera dans une dizaine de minutes. Philippe Bilger, manque de place pour les députés. C'est surprenant ou pas pour vous? C'est vraiment le grand cinéma? Je pense qu'on va tout faire pour empêcher l'importance que veulent donner les oppositions à ce projet de loi sur les retraites dans leur hostilité à l'égard de ce projet. On dénonce les 6000 amendements de LFI ou de NUPES. On va empêcher les gens de manifester dans cette commission d'affaires sociales. Moi, je trouve que, en définitive, sur ce plan, en tout cas, le gouvernement s'y prend très mal. Elisabeth Lévy, peut-être? Bon, l'histoire de la commission, excusez-moi, c'est un peu du cinéma quand même de tous les côtés, parce que dans ces commissions, vous êtes déjà allé, dans une de ces salles, Philippe. La place est effectivement réduite. On les fait pas dans l'hémicycle. Il se trouve que les députés sont inscrits à des commissions et qu'effectivement, si toute l'Assemblée veut aller à la salle des affaires sociales, ça perd son sens de commission. C'est pas ça l'enjeu. En revanche, là où je pense vraiment, je comprends pas bien, mais peut-être qu'on va en parler plus tard. Si vous voulez, je comprends pas très bien pourquoi Elisabeth Borne a tenu absolument à galvaniser les manifestants à la veille de ce rendez-vous. À vrai dire, je n'arrive pas à comprendre parce que la psychologie élémentaire, n'importe qui, un enfant de 12 ans comprend. Donc, on va en parler tout à l'heure. Justement, et c'est pour apporter ma petite pierre à ça, non mais en fait, ça rejoint quand même la tendance, vous savez, dans les bureaux, maintenant, c'est les flexi-bureaux, donc vous avez un peu moins de place que de salariés. Et donc, du coup, les gens viennent de manière tournante, vous pouvez pas venir de la manière complète le même jour, parce qu'il y a moins, encore une fois, de place que de salariés. Donc là, je pense qu'on l'a appliqué tout simplement à la commission. Et vous charriez complètement. C'est la modernité, en fait. Mais vous charriez, vous êtes déjà allé dans une salle de commission à non, mais moi j'essaie de voir la beauté cachée. Venons-en à ce plan du gouvernement pour lutter contre les discriminations dès le plus jeune âge. C'est dès le plus jeune âge, oui, que la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations se joue. Selon Elisabeth Borne, c'est dès l'enfance, dit-elle, que les stéréotypes peuvent s'installer. C'est ce que développe la Première ministre avant d'annoncer cette mesure. Nous devons faire connaître notre histoire dans ses heures les plus nobles, comme dans ses pages les plus sombres. L'enseignement joue un rôle clé, il faut voir et se rendre compte par soi-même. Une visite d'un lieu historique ou mémoriel en lien avec le racisme, l'antisémitisme ou l'antiziganisme sera organisée pour chaque élève durant sa scolarité. C'est une décision forte. C'est en faisant savoir que l'on empêche l'histoire de bégayer. Le plan antidiscrimination du gouvernement comporte 80 mesures au total, avec aussi par exemple un recours accru à la méthode dite des testings pour les discriminations à l'embauche. Elisabeth Borne a aussi annoncé la création d'un musée sur le site de l'ancien camp de concentration de Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire, musée à la mémoire des gens du voyage internés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis on termine. Vous vouliez réagir peut-être? Oui, c'est-à-dire que je vois pas très bien comment des méthodes qui n'ont pas marché jusque-là vont marcher tout d'un coup. C'est-à-dire les voyages à Auschwitz, etc. C'est pas que c'est pas bien, c'est bien si c'est dans le contexte d'un enseignement, si c'est pour emmener les gens à Auschwitz dans le simple but d'un effet de sidération, ça n'a pas d'intérêt. Et ça doit faire partie d'un projet pédagogique, d'un projet d'enseignement. Et surtout, tout ça, ça fait des années qu'on le fait. Et d'ailleurs,
il faut bien le dire, je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais sur la longue tendance, sur le long terme, la longue période, pardon, le recul des préjugés racistes, c'est une des choses les plus frappantes pour la France. Donc peut-être on devrait arrêter de se flageller, mais quand même réfléchir à ce qu'on fait, parce que je ne suis pas sûr que d'emmener, que en tant que tel, le voyage, si vous voulez, en tant que tel, soit un élément si utile que ça. Et puis on termine avec ces menaces qu'aurait proférées Vladimir Poutine à Boris Johnson. Oui, l'ancien Premier ministre britannique se confie dans un documentaire auprès de la BBC. Il raconte un entretien téléphonique qu'il aurait eu avec le président russe. You know, he threatened me at one point and said, you know, Boris, I don't want to hurt you, but with a missile it would only take a minute or something like that, you know. Et il m'a en quelque sorte menacé. Il m'a dit, Boris, je ne veux pas vous faire de mal, mais avec un missile, ça prendrait 1 minute ou quelque chose comme ça. Je pense que d'après le ton très détendu qu'il prenait, le détachement qu'il semblait avoir, il se jouait de mes tentatives de l'amener à négocier, raconte Boris Johnson à propos de ce coup de fil avec Vladimir Poutine. Une conversation qui aurait eu lieu avant l'invasion de l'Ukraine, quand le président russe s'agaçait à l'époque de voir des Occidentaux ouvrir potentiellement la porte de l'OTAN à l'Ukraine. Des confidences de Boris Johnson, en tout cas auquel le Kremlin a répondu aujourd'hui, puisque selon le porte-parole du Kremlin, c'est tout simplement un mensonge de la part de Boris Johnson. Cette conversation n'aurait jamais eu lieu. Une petite réaction rapide, Philippe Bilger. Cette phrase est dingue. En fait, Boris Johnson n'est pas un être qui a un rapport absolu avec la vérité, mais je n'ai aucune raison de douter de cette faillie qui peut correspondre totalement à ce qu'on imagine être Poutine, et c'est une plaisanterie discutable, mais moi je crois qu'il l'a dite. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est dans le style de Poutine en tout cas, et même si c'est pas ce qu'il a dit, ça pourrait être une sorte de périphrase, et il faut s'en méfier très fortement, parce que généralement ce qu'il dit, il a plutôt tendance à le faire. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est quand vous dites, il l'a peut-être pas dit, mais il aurait pu le dire. C'est dans son... Ça me paraît quand même. Oui, à un moment donné, la position et la violence dont il fait preuve souvent. Je vous taquine, mais si vous voulez, la question. Entre il l'a dit, il aurait pu, il y a une marge. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'on donne les précisions. Boris Johnson, vous avez raison, mais moi je pense qu'il faut quand même pardonner beaucoup à quelqu'un qui est lié au maire en grec. Qui lit Homer en grec. Voilà. Ce sera le mot de la fin. C'était From Russia with Love. On revient dans un instant. On fait une petite pause avec Philippe Bilger, avec Elisabeth Lévy, Tom Conan, notre auteur, et puis vous, 0826 300 300. On reviendra sur ce grand débat sur ces retraites, manifestations. Est-ce que vous comprenez la radicalité des syndicats qui aujourd'hui prônent des actions telles que des coupures d'électricité dans des permanences d'élus, par exemple? 0826 300 300. On vous attend au standard, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est les vraies voix, on est ravis de vous retrouver. Ça ricane bêtement, mais c'est drôle. Voilà, c'est drôle, c'est le hors antenne, le off des vraies voix sur Sud Radio. En tout cas, on est ravis de vous accueillir au 0826 300 300, puisque c'est votre émission. Vous êtes ici chez vous pour débattre tout au long de ce début de soirée. Et on va parler des retraites. C'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les syndicats de cheminots comptent se mobiliser contre la réforme des retraites. 2 syndicats menacent de cesser le travail les 7 et 8 février prochains. CGT, cheminots et Sudrail appellent à la grève pour 2 jours consécutifs. Ils envisagent une grève reconductible. En plus de la date du 31 janvier. Si la réforme n'est pas retirée, ils proposent même une grève reconductible tous les jours. Et ce, dès la semaine du 13 février. Pas d'adhésion ni de l'UNSA ni de la CFDT qui disent préférer se concentrer sur cette journée nationale de mobilisation du 31 janvier. L'objectif est clair, intensifier la pression sur le gouvernement. Si on veut faire reculer le gouvernement, il faut taper plus fort. C'est le sens du 7-8 et c'est le sens de la grève reconductible à partir du mi-février. Et les retraites, manifestations, comprenez-vous la radicalité des syndicats à la veille de cette deuxième journée de mobilisation contre la réforme de la retraite? De plus en plus de fédérations syndicales affichent une intention radicale, certains le disent, de blocage de pays, d'action de coupure d'électricité, Philippe. En particulier la CGT qui estime que le calendrier de l'intersyndicale est, je cite, trop mou et trop lent, alors que le gouvernement sprint de son côté pour faire passer sa réforme. Hier, Elisabeth Borne a donné une fin de non-recevoir en disant 64 ans, c'est comme ça, c'est pas autrement. On a parlé de bordélisation de la France dans la bouche du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Est-ce que la radicalité ne cause pas de la radicalité? Vous allez manifester demain, ou alors vous dites le gouvernement a raison de ne rien lâcher? On vous attend au 0826 300 300. Et pour l'instant, vous nous dites, est-ce que vous comprenez la radicalité des syndicats? Vous dites oui à 80%.
81%. Ça a réduit. Hein. C'était 91 il y a une petite dizaine de minutes. On va parler avec notre invité. Luc Faré est avec nous, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Bonsoir Luc Faré. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez l'habitude d'être avec nous, Luc Faré. D'abord, un petit mot, un petit tour de table avec Philippe Bilger. Je n'ai pas totalement été convaincu, mon cher Philippe, par votre présentation. On ne peut pas dire qu'Elisabeth Borne a coupé court à toute négociation, à tout compromis. Elle s'est contentée de dire maladroitement, puisque c'est quasiment la veille de la manifestation de demain, qu'en réalité, il y avait deux éléments essentiels dans le projet qui ne seraient jamais négociés. Mais le reste peut être négocié. Au fond, j'ai parfois l'impression que ce qu'on exigerait du gouvernement, c'est qu'il se fasse harakiri pour un projet qu'il estime nécessaire. Je peux être contre le projet, mais trouver que sa méthode est admissible sur le plan parlementaire et démocratique. Alors, je suis d'accord, mais je vais répondre à votre question en la reformulant, parce que votre question n'est pas est-ce que nous comprenons. Oui, on comprend tous. C'est est-ce que nous approuvons, en fait. Et moi, non, je désapprouve parce que, si vous voulez, je pense qu'on fait un foin, je veux dire, pas possible, on crie comme des porcelets, comme qu'on égorge, comme si vraiment on allait nous ramener à Germinal, à la bête humaine, au XVIIIe siècle, que c'est vraiment épouvantable, alors qu'il y ait des progrès à faire. Pour les carrières pénibles, pour les métiers pénibles, il y a certainement des choses à améliorer. Mais enfin, écoutez, il y a des gens qui vont être à la retraite pendant 25 ans, 30 ans. Qui va payer leur retraite? Leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est eux qui vont trimer cet homme qui va bientôt, bien sûr, défendre la radicalité, je le vois venir. Mais c'est quand même lui qui va trimer. Si vous voulez, il y a un moment, je trouve ça d'un égoïsme. Pas, hein. J'en ai marre. J'en ai marre de ce pays où tout le monde se prend pour une victime. Ouais. Voilà. Et je dois dire que je comprends, mais je trouve que c'est hors de proportion. Et que ce soit le seul rêve français, si vous voulez, c'est la retraite, ça me démoralise. C'est tout ce qui est capable de nous mobiliser. C'est là, et j'allais dire, un gros mot que je ne dirais pas, de retraite. Moi, je pense qu'il y a quand même deux problèmes. Le problème, c'est la question des seniors. On sait qu'en France, notamment, il y a un gros problème pour l'insertion professionnelle des seniors et qu'après 50, 55 ans, donc les gens encore très jeunes, c'est quand même très difficile de retrouver un emploi pour ceux qui n'ont pas pu le garder. Ça, c'est quand même le premier point. Et donc, à un moment donné, il y a toujours ce spectre, de dire voilà, on repousse l'âge de départ, ok, mais derrière, est-ce que ça ne sera pas des gens qui seront envoyés au chômage de manière quasi automatique? Ça, c'est quand même un vrai argument, et notamment dans le contexte français. Et deuxième point, je pense que le timing est très mauvais. À un moment donné, il y a eu le confinement, évidemment, ça a échappé à personne. Il y a maintenant une vague d'inflation qui est quand même très très forte, même si elle est un peu moindre que dans d'autres pays. Et donc, évidemment, ça passe un peu mal parce que les gens, ils ont à peine le temps de se remettre et ils sont encore même plongés dans ce contexte inflationniste. Et immédiatement, ils doivent affronter un autre type de tuile qui leur arrive, même si c'est pas forcément prévu pour tout de suite pour ceux qui sont concernés. Donc, je comprends aussi cette réaction très forte qu'il va y avoir demain. J'ajoute juste un mot avant que notre invité, c'est que là où je peux rejoindre Tom, c'est-à-dire, je pense que le véritable problème en France, ce sont les salaires. C'est-à-dire des salaires qui ne permettent pas aux gens de vivre décemment, ça ne va pas. Mais ça, c'est un problème de système, c'est un problème de libre-échangisme intégral, et on n'en sortira que en revoyant ça. Eh ben, en tout cas, Luc Faré est avec nous, hein, du syndicat... le secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Absolument. Et Luc Faré, quand Fabien Roussel dit que Elisabeth Borne provoque les Français, c'est ça selon vous? Écoutez, moi ce que j'entends, c'est que d'un côté on dit qu'on peut discuter et de l'autre côté on ne peut pas discuter. Donc en fait, il y a une contradiction. Ce que nous disons, nous, dans l'unité syndicale, et c'est vraiment important d'insister là-dessus, c'est la première fois depuis très longtemps que toutes les organisations syndicales de ce pays ont décidé ensemble de dire non à un projet de régression sociale. Parce que, évidemment, comme nous l'avons déjà dit, il y a un certain nombre de Français qui vont devoir travailler 44 ans, 45 ans, c'est profondément injuste. On dit également que la question des femmes est complètement posée dans ce dispositif, puisque les femmes qui ont des enfants ont des trimestres en cotisation, en assurance, en durée d'assurance qui sont ajoutés, et là, le fait de les obliger à travailler jusqu'à 64 ans va faire perdre une partie de ces trimestres. Et puis, comme l'a très très bien dit votre dernier intervenant, la question du travail.
la question du travail des seniors est complètement posée dans notre pays. Et donc nous disons, nous, en dehors des problématiques de pénibilité qui se posent aussi, qu'il pourrait y avoir une autre réforme. Et je suis aussi d'accord sur le fait que le moment est extrêmement mal choisi. Extrêmement mal choisi parce que les Français sont préoccupés par le pouvoir d'achat, par l'inflation, par la crise énergétique, par l'inquiétude sur l'Ukraine et viennent de vivre, comme vous l'avez aussi rappelé, la crise du Covid, voire d'autres crises précédemment. Et on est donc dans une situation où, en s'acharnant à vouloir à tout prix faire passer ce projet, on risque de faire le jeu des extrêmes, je vais être très clair avec vous. Luc Faré, problème de calendrier. Hein, quand même. Luc Faré, puis-je vous poser une question sur le plan de la méthode? Pourquoi votre opposition et la vôtre et celle de tous les syndicats au report de l'âge à 64 ans serait-il éthiquement et intellectuellement plus légitime que l'opposition absolue du gouvernement à cette volonté de report? Expliquez-moi ça. Tout simplement parce qu'on va obliger des gens à travailler 2 ans de plus sans leur laisser le choix. Aujourd'hui, ils peuvent travailler 2 ans de plus, mais ils ont le choix de partir dès 62 ans. Et c'est cette différence fondamentale qui existe entre les deux systèmes. Dans un cas, ils peuvent faire un choix, ils peuvent se dire parce qu'on me demande de travailler 43 ans, je souhaite travailler un peu plus longtemps, je souhaite pouvoir éventuellement bénéficier de surcote puisque c'est un dispositif qui existe aujourd'hui. Et puis demain, de toute façon, la question ne se posera pas. Ils devront obligatoirement aller jusqu'à 64 ans. Et ça change tout. Et dans cette notion c'est une perte de liberté, enfin de choix, je crois qu'il faut être très clair. Et c'est une régression sociale pour tous ceux qui ont des travaux pénibles, qui ont un métier pénible ou qui sont sans emploi. Et qui, pour certains, en prenant leur retraite à 62 ans aujourd'hui, ont un meilleur revenu que ce qu'ils ont avec les différentes indemnités qu'ils peuvent toucher ou avec un travail de mauvaise qualité. Restez avec nous, Luc Faré, 0826 300 300. Gérald est avec nous. Rebonsoir Gérald. Rebonsoir à toute l'équipe. Alors vous l'avez dit, hein, vous êtes syndiqué, enfin vous êtes d'un syndicat. Aujourd'hui, face à la question était de dire, face à la radicalité des syndicats, est-ce que vous soutenez ou pas? Absolument. Je la soutiens complètement et pleinement, dans le sens où il y a plus beaucoup de solutions, si vous voulez. La problématique de ce gouvernement, c'est que moi j'entends bien, hein, il faut effectivement peut-être augmenter l'âge de la retraite, mais il y a une chose qu'il faut pas oublier. Plus on travaille, plus on fait des études longues, plus on avance dans le temps et plus on va partir tard. C'est-à-dire qu'un gamin là qui va aller jusqu'à 25 ans, s'il doit cotiser au minimum 43 ans, il partira dans tous les cas à 68 ans, puisqu'il ne pourra pas avoir une retraite à taux plein. C'est impossible. Donc, plus on va faire ça, et le problème de ce gouvernement, c'est que il impose au lieu de négocier. On ne négocie rien. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à négocier, ils vous disent « Ok, d'accord, 49.3 ». Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Là, ils ont rebaissé d'1 an quand même. Non mais pardon, Elisabeth Lévy. juste d'abord, excusez-moi, je rectifie juste une petite erreur. En fait, quel que soit le nombre d'annuités, ça s'arrête pour tout le monde à 67. Tout le monde peut partir avec sa retraite à taux plein à 67 ans. Non, oui, non, si, dans le projet, c'est ça. On décote, c'est pas. On est d'accord. D'accord, non mais donc, attendez, je termine. Donc en fait, personne n'est obligé d'aller jusqu'à 68 ans. En revanche, ce qui est vrai, si vous voulez, c'est que pour beaucoup de gens qui ont commencé à travailler après 21 ans, déjà cette retraite ne change rien, puisque les 43 annuités, elles étaient dans la réforme Touraine. Donc, si vous aviez commencé après 21 ans, vous arriviez à 64. Donc, en fait, cette réforme, elle concerne à peu près la moitié des salariés. Pour les autres, ça ne change rien. Maintenant, si vous voulez, l'idée qu'il faut négocier, mais le problème, c'est que si vous négociez, vous ne pourrez jamais faire passer la moindre réforme qui sera une autre réforme que dépensière. Vous ne pourrez faire passer qu'une réforme qui baisse les impôts, qui augmente les allocations, donc jamais vous ferez passer une réforme qui est un peu restrictive. Luc Faré, on vous entend. Oui, mais je souhaite réagir sur ces propos parce qu'on a fait proposer d'autres solutions. Et parmi les autres solutions, nous avons et nous estimons que nous pouvons jouer sur les cotisations patronales qui permettent de combler une grande partie du déficit et du déficit futur. Parce qu'aujourd'hui, le système est excédentaire. Et il faut le redire parce qu'il n'y a rien d'urgent dans cette question que nous sommes en train de voir sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, le gouvernement
fait passer une loi en urgence. Et nous considérons et c'est pas seulement nous, le Conseil d'orientation des retraites le dit, qu'il n'y a rien d'urgent puisque le régime est équilibré dans la durée. Et c'est vraiment important qu'on se le rappelle. Donc oui, il y a un changement fondamental qui est proposé aux Français, celui de travailler 2 ans de plus, qu'on ait commencé plus tôt ou qu'on ait commencé plus tard. Et comme je le disais, il y a des injustices. Les gens qui travaillent, qui commencent à 20 ans aujourd'hui, eh bien, à 20 ans, à 64 ans, ça fait 44 annuités de cotisation et c'est profondément injuste. Luc, sur notre sujet, sur le fait que des menaces de coupure d'électricité ciblées chez les élus, des choses comme ça, est-ce que ça doit aller jusque-là, en fait? Je vais être très clair, je ne pense pas ces revendications, ces méthodes. Je le dis ici, nous sommes dans une démocratie. Dans cette démocratie, nous pouvons manifester. C'est ce que nous ferons demain. C'est ce que nous avons fait le 19 janvier. C'est ce que nous continuerons à faire ensuite si le gouvernement ne nous a pas entendus demain. L'intersyndicale se réunira et proposera de nouvelles journées d'action et de manifestations dans lesquelles on va dire en bonne et due forme, de façon à ce que ça se passe normalement, démocratiquement, comme nous pouvons le faire dans notre pays, qui, je le rappelle, est une démocratie. Moi, je pense que ce qui se passe aussi, c'est que le timing pour Macron, pour le coup, il est assez spécifique parce qu'il est quand même dans son 2e mandat, ça vous a pas échappé. Il a été réélu il y a pas longtemps, ça vous a pas échappé. Et donc, pour l'instant, il se dit qu'il a encore une légitimité suffisante. C'est pour ça qu'il y va maintenant, même si effectivement, monsieur a très bien fait de le rappeler, le système est excédentaire. Donc, on se demande pourquoi, effectivement, on devrait se précipiter. Je pense que c'est pour cette raison-là. Le calendrier n'est pas top non plus. Je l'ai dit tout à l'heure moi-même, mais voilà, en fait, il se dit que dans 2 ou 3 ans, à la fin de son mandat, ça sera trop tard. Et vous savez, il y a toute la question des 100 jours. Alors, on n'est plus dans les 100 jours, on est un peu au-delà, mais on est encore au début de son mandat. On est donc, pratiquement à 300. Il se dit, il faut que je fasse toutes les réformes que je souhaite faire maintenant, parce que d'ici 1 ou 2 ans, ça sera terminé. On a le même problème aux États-Unis. À chaque fois, c'est pareil. Il faut faire le dur des réformes dès le début, sinon après, vous êtes contesté et vous perdez en légitimité auprès des électeurs. Non, il y a une chose qui m'inquiète. Là, je vais un peu. Bon, d'abord, si vous voulez, je pense que le problème, c'est que notre système et peut-être la personnalité de nos élus fait que l'intérêt général passe souvent derrière leur gloire ou leur. Et j'ai un peu peur que ce soit une réforme narcissique, même si moi je pense que l'allongement de la durée de la vie fait que si on doit rester 30 ans à la retraite, effectivement, souvent le cas, si on doit, surtout pour les femmes qui vivent plus longtemps, si vous voulez, j'ai entendu l'autre jour une dame qui était à la retraite depuis 36 ans, si vous voulez, bon, ça me paraît pas dramatique si elle doit travailler, si elle avait dû travailler 2 ans de plus sur 36 ans. Je croyais qu'il fallait l'inciter à partir. En revanche, c'est un problème de savoir si c'est une réforme de narcissisme ou pas. Oui, Philippe Bilger. Comment, Tom, d'abord, évidemment, on pensait que sa réélection serait le grand désir du président. Et maintenant, vous avez raison de dire que cette réforme, si elle ne passe pas, il peut considérer que son quinquennat est fini. Mais je voudrais demander, Cécile, à Luc Faré, que se passe-t-il, Luc Faré, si vous perdez la bataille parlementaire? Quelle est votre porte de sortie? Écoutez, moi, j'ai pas envie de répondre à cette question. Je vais donc répondre à côté. Nous ne sommes pas, pour l'instant, dans une défaite. On est plutôt sur une mobilisation qui se construit, qui augmente. Et je suis persuadé que nous avons toutes les chances de convaincre, parce que je ne vois pas l'intérêt qu'aurait le gouvernement de maintenir une situation où il y a régulièrement des manifestations, régulièrement des grèves, alors que pour gagner au final 0,1 point de PIB ou quelque chose comme ça dans l'immédiat. Donc franchement, est-ce qu'il serait responsable de vouloir à tout prix s'entêter alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien d'urgent dans cette réforme qui est quand même un grand recul social pour l'ensemble des Français. Merci beaucoup Luc Faré d'avoir été avec nous, secrétaire général de l'INSA Fonction publique. Vous pouvez continuer de commenter bien entendu. Dans un instant, c'est ce qu'on appelle une parenthèse enchantée. Ça s'appelle le quiz de l'actu. Ça va nous détendre un petit peu. Attention parce qu'il y a pas mal de... On parle de politique, football, il y a du kikadi. Enfin, c'est un petit espèce de petit mélange. Un pot pourri un petit peu. Un pot pourri. Mais c'est surtout pourri. Vous allez voir. 0826 300 300. On revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
0826 300 300, c'est le numéro de téléphone pour assister à cette émission, en tout cas avec nous. Et tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et notre ami Gérald d'Auxerre est toujours avec nous maintenant que vous l'avez bien énervé avec la retraite. Il va vous déglinguer d'une force. Alors, mon cher Gérald, alors vous avez la possibilité de jouer contre Philippe Bilger, contre Tom Conan et contre Elisabeth Lévy. Je vais prendre Elisabeth Lévy. Oui, aïe. Ne bordélisez pas l'émission. Alors Gérald, je vous rappelle... Merci Gérald Darmanin, il aura réussi à faire dire des gros mots à Philippe Bilger. Un gros mot relatif. Soyons fous. Je vous rappelle les règles. On vous pose la question. Si vous n'avez pas la réponse, on vous fait 3 propositions. Et bien entendu, ce qui veut dire que Tom et Philippe Bilger jouent avec vous et vous aurez les points. Alors, c'est une question politique. Quelle personnalité politique fête-t-elle ses 100 jours ? Elisabeth Borne. Exactement, Giorgia Meloni, la première ministre le Figaro italienne. Le Figaro dit qu'elle fait sans faute. Vous alliez lui dire J'en profite pour le dire ce soir, comme demain j'aurais plus pu. Oui, si j'ose dire, parce qu'il aurait été Françoise. Demain, il y aura Françoise. Plus, effectivement. Il a du mal à parler avec Elisabeth et avec Françoise. Gérald, vous avez gagné 2 points. Et c'est ce que vous auriez dit ? Oui, absolument. Mais on m'a coupé l'herbe sous le pied, comme on dit. On est ensemble, Gérald, paradoxalement. Je suis ravi d'avoir pris 2 points. Voilà, vous avez pris 2 points et vous les avez pris à Elisabeth Lévy. Attendez, je perds rien pour attendre. Là, vous allez voir, c'est une question foot. Vous aimez le foot, Gérald ? Oh, c'est dégueulasse. On sert, oui. Vous aimez le foot, Gérald ? Philippe David. Oui. Je dis Philippe David pour distinguer. Si vous étiez sympa, vous m'aideriez. C'est annexe au foot. Non, mais ça, c'est foot. Hein. C'est foot un peu annexe. Question foot, on reste en Italie. Qu'a promis Silvio Berlusconi aux équipes de foot ? Un quart de dame, comme on dit. Bonne réponse. De péripatéticienne. Vous voyez, vous êtes bonne sur le foot. Oui, super bonne. Qu'a promis Berlusconi aux équipes qui battraient la Juventus et le Milan AC ? Il leur a promis un bus de prostituées. Et hier, les joueurs de Monza qui ont battu la Juventus 2-0 ont rappelé ses obligations au condottiere. C'est l'avantage d'un footballeur sur un djihadiste, il les a de son vivant. Voilà. Et je pense que si on les offrait au PSG, ils joueraient mieux. Et Elisabeth, et normalement vous devez attendre la fin de la question. Voilà, on lui compte les points parce que Elisabeth qui répond bien sur le foot. Normalement, dans un cas comme ça, le règlement prévoit que les points reviennent à moi. Non, moi je l'ai donné à Elisabeth. À celui qui n'a rien gagné. Non, voilà. Ah non, mais Tom, maintenant on est avec Gérald. Alors attendez, allez, on continue. Gérald, vous êtes prêt ? On est avec Gérald. Oui, je suis prêt, moi. Écoutez bien, Gérald. Question politique. Quelle victoire vient de remporter la NUPES ? Ils ont gagné une élection législative partielle. Ils ont eu un député contre un macroniste. Exact. Non, contre le RN. Oui, contre un macroniste. Non, c'est de l'autre côté. Un horizon. Oui. Effectivement, ils ont gagné un député supplémentaire. Avec quelle rapidité, je n'ai même pas le temps d'ouvrir la bouche. Je vous félicite tout à l'heure. Alors, une question. Elisabeth, Gérald vous félicite. Merci Gérald. Vous voyez bien qu'on ne soit pas complètement d'accord sur la retraite. Je vois que votre premier jour de retraite vous rend plein de mensuétudes. Question qui a dit une guerre entre la Russie et l'OTAN, cela n'arrivera pas. Ah ben c'est le... on a pris un mec qui avait dit cette bêtise, c'est Le Drian. Non. Il n'est pas français. Il n'est pas français. Le secrétaire général de l'OTAN. Non. Ça aurait été trop simple. Un Américain. Non. Un Allemand. Oui. Olaf Scholz. Bonne réponse. Mais Gérard, vous ne pouvez pas vous laisser gagner par Elisabeth Lévy. Il faut dire qu'on ne l'aide pas beaucoup. Moi, j'ai laissé justement répondre. Si je n'ai pas participé. Gérald, écoutez-moi, Gérald. C'est une question qui a dit. C'est dans le cadre de son soutien à l'appel de Fabien Roussel. Quelqu'un a dit Anne Hidalgo confond les services municipaux avec une annexe du Parti Socialiste. C'est Beaune, hein ? Non. Non, mais si, je l'ai. Moi je l'ai dit entre nous, mais bon, c'était pas ça la réponse. C'est pas qui François Hollande. Non. Un ministre. Un ministre. Carrément. Non. Le maire ? Non. Darmanin. Non. Mais c'est dingue, c'est pas Clément Beaune, j'aurais dit. Elisabeth Borne. Non.
Il a une tête de jeune garçon. Et c'est pas Attal, là. Il vient. Véran. Non. Non, il vient du couloir rhodanien. Non, il travaillait avec Darmanin avant. Oh. Marlène Schiappa. Non, C'était une blague. Il travaille. Il est en fonction, il est pas en Oui, il est fonction. en fonction, Ah, oui. le préfet. Non, il s'occupe de l'emploi. Du travail, du Voilà, franchement, je redonne ces points à la collectivité parce qu'ils ne sont pas mérités. Voilà. Et je dois dire. Bon, allez, bravo Gérald. Bravo Gérald. Elisabeth Lévy. Non, je remercie vraiment l'équipe qui a permis que je gagne. Oui, non, oui, c'est comme ça que vous allez gagner la bataille des retraites. Alors, très honnêtement, j'ai pas été au top. C'est vrai que j'ai pas été au top là, mais bon, il y avait Isabelle, Madame Cohen qui allait trop vite. Non, Madame Lévy. Madame Lévy. Madame Lévy, pardon. Voilà, qui allait trop vite. Elisabeth, ça ira très bien. Bon, alors, Elisabeth, Madame Lévy, elle je me sens un peu. Bah ouais, on peut rapprocher de la retraite. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant, la suite des vraies voix, et on va faire les clics sur les réseaux sociaux parce que il y a du monde. Et avant, on parlera du coup de gueule de Philippe David sur Jean-Luc Mélenchon. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver avec Philippe David. C'est tous les jours de 17h à 20h, de 17h à 19h avec nos éditorialistes. Aujourd'hui, c'est Philippe Bilger qui est avec nous, Elisabeth Lévy qui est avec nous, Tom Conan qui est avec nous, vous le connaissez, auteur de ce livre, Radical. C'est vrai qu'en ce moment, il est à la mode, vous allez le relire. Oui, absolument, aux éditions Albin Michel. C'est ça, Albin Michel? Toujours disponible, bien sûr. Toujours disponible, voilà. Bien toujours, voilà, s'il est toujours sur le sapin, il est temps de le lire. Ça permettra, comme je dis toujours, de faire rentrer des sous-sous dans la popoche. Ah, c'est ça. C'est vrai qu'en ce moment, on en a besoin. En tout cas, c'est les inconnus, il me semble. Ah oui. Des sous-sous dans la popoche. Oui. Voilà, c'est ça. Et des colères dans la tête. C'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Oui, c'est une phrase prononcée samedi par Jean-Luc Mélenchon qui a fait le buzz. Je cite, « Les riches sont responsables du malheur des pauvres ». Une phrase qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Alors, après Hollande, qui n'aimait pas les riches à plus de 4 000 euros par mois, il fréquente personne à moins de 10 000 euros, rappelons-le quand même. C'est au tour de Mélenchon de tomber dans la chasse aux riches, une spécialité bien française. Alors non, c'est pas parce que le cours d'une action monte ou parce qu'un patron qui a commencé tout seul et qui a très bien réussi gagne de l'argent qui fait qu'il y a des pauvres, surtout si son personnel est bien payé et bien traité. Il y a 3 ans, Jean-Luc Mélenchon avait déclaré qu'il ne savait pas combien il allait toucher en retraite. Florian Bachelier, qui était à l'époque le premier questeur de l'Assemblée, avait répondu qu'avec ses cotisations pour 62 années de mandat cumulé, il toucherait environ 8 500 euros par mois. Alors j'ai regardé sur le site des inégalités, avec 8 500 euros par mois, on fait partie des 2% des Français les plus aisés, et là sans travailler. Je termine donc en posant une question. Jean-Luc Mélenchon est-il donc, comme riche, responsable du malheur des pauvres ? Et ben voilà, c'est réglé. Quelle talentueuse mauvaise foi. Ah ben non, mais je pose une question. Oui, non, mais vous la posez très bien. D'ailleurs, mon cher Philippe, moi, ce qui me frappe chez Mélenchon, c'est que cette phrase est d'une totale démagogie, mais en même temps, s'il avait été un homme d'État, il aurait pu expliciter. Il y a quelque chose qui n'est pas faux, même pour quelqu'un qui n'est pas un économiste distingué comme moi. J'aurais aimé qu'il précisa sa pensée, il ne l'a pas fait, et c'est dommage. Alors là, excusez-moi, mon cher Philippe, j'aimerais bien savoir dans quelle théorie économique les riches sont responsables du malheur des pauvres. Aucune, mais simplement, on peut soutenir intelligemment ce paradoxe. Je ne crois pas. Parce que, excusez-moi, enfin, je ne connais pas un seul pays, les pays où il n'y a pas de riches, il y a essentiellement des pauvres. Donc, je crois que l'un des moteurs du capitalisme, c'est effectivement la volonté d'accumulation, qui est d'ailleurs, c'est souvent aussi pour transmettre à ses enfants tout ce qu'on veut. D'abord de gagner de l'argent et ensuite de gagner, mais de transmettre souvent. Oui, c'est un des moteurs aussi du capitalisme. Et alors, on peut après dire que ça doit être mieux redistribué, tout ce que vous voulez, mais l'idée, vraiment, ça me paraît, surtout dans la période, dans le climat dans lequel on vit en ce moment, c'est quand même un appel à n'importe quoi.
c'est un appel à ce que des gens qui entendront ça, des cerveaux rapides peut-être, qui entendront ça, vont se trouver tout à fait légitimés à des actes violents, à des actes de vandalisme, puisque tu es responsable de mon malheur. Ouais, alors, effectivement, il n'y a pas de lien direct entre les deux, hein, et c'est un peu confondre l'économie et un gâteau. C'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs quand on apprend l'économie. L'économie, c'est pas un gâteau justement avec un nombre de parts fixe qu'il s'agit de distribuer quelqu'un sous la table démocratique. Non, mais voilà, c'est-à-dire que justement, l'économie, ça peut changer, ça peut augmenter, ça peut descendre. Donc le PIB peut varier effectivement en fonction de beaucoup de critères, beaucoup de facteurs. Donc c'est effectivement une vision qui est très simplificatrice. Néanmoins, c'est vrai que l'accumulation de richesses entre les mains de peu de personnes, la faible circulation de l'argent peut limiter la créativité, l'innovation. Ça, par justement, contre, l'accumulation du retard peut amputer sur la créativité de Félix Mathieu. Tout de suite, ça fait du clic. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et en plus, ça râle. C'est une prise de position symbolique. Marisol Touraine ne mâche pas ses mots contre la réforme de retraite. Oui, elle a dit tout le mal qu'elle pense de cette réforme portée par le gouvernement. C'est symbolique pour plusieurs raisons. Ancienne ministre de François Hollande, elle a donc été dans le même gouvernement qu'Emmanuel Macron à l'époque. Elle était aussi présente, par exemple, à sa réinvestiture comme président l'année dernière. Marisol Touraine, qui avait porté la précédente réforme des retraites en 2014 avec ses 43 années de cotisation, dont la nouvelle réforme accélérerait l'entrée en vigueur à 2030. C'est ce que rappelait Elisabeth Borne hier encore. Non, ça n'est plus négociable, la retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine. Voilà, Marisol Touraine, puisqu'on parle d'elle, qui était ce matin chez nos confrères de France Inter, et elle a dénoncé ce qu'elle voit comme une réforme injuste. Si elle n'est pas changée, cette loi va ou risque de renforcer la défiance dans le pays, à un moment où, encore une fois, nous avons besoin de confiance. Et mon message, c'est pour l'unité du pays, pour la cohésion nationale, nous avons besoin d'une loi qui rassemble et pas d'une loi qui risque de se transformer en passeport pour le populisme d'extrême droite. Voilà, si jamais on n'avait pas compris que ça n'était pas sa loi, l'ancienne ministre PS des Affaires sociales reproche aux mesures d'âge de pénaliser ceux qui ont commencé à travailler tôt, alors que selon elle, sa mesure sur la durée de cotisation en 2014, eh bien, ça touchait plutôt ceux qui avaient commencé à travailler plus tard après avoir fait des études. Oui. Elisabeth Lévy, vous dodelinez, hein. Mais oui. Dodelinez rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Philippe Bilger, allez-y. Elle a dû être agacée de penser qu'elle avait d'une certaine manière inspiré. Évidemment. En fait, cette réforme, c'est un peu à copier la suite, la suite de la réforme Touraine. Mais si vous voulez, en plus, l'argument à la fin des gens qui ne réfléchissent pas ou qui n'ont rien à dire, c'est l'extrême droite. Il nous faut une loi qui rassemble. Mais bien sûr, essaye donc de faire une réforme des retraites qui rassemble et revient. On va se marrer. Et surtout que, effectivement, je pense que la question des extrêmes, là, c'est pas du tout le sujet, extrême gauche ou extrême droite d'ailleurs. Là, effectivement, le point, c'est de savoir, effectivement, est-ce que la réforme est juste. Et contrairement à ce qu'on croit, les Français sont pas plus bêtes qu'un ministre ou qu'un expert en la matière. Il comprend les grandes évolutions, il comprend la situation et il a pas envie de se faire avoir. C'est juste ça, en fait. S'il a pas le sentiment de s'être fait avoir, quelle que soit sa situation, alors il acceptera la pilule. Sinon, effectivement, il va se battre dans une forme radicale éventuellement. Enfin, je vous rappelle, si vous voulez, que beaucoup de Français trouvent qu'ils payent énormément d'impôts, énormément de prélèvements sociaux, énormément de ceci et de cela. Si vous voulez, pour la collectivité, ils n'ont pas forcément l'impression de se faire avoir. Donc, le mot de la fin. Je veux dire, il y a un moment où... Ça va. Non, pas de mot de la fin. Avec le mot de la fin, avec Elisabeth, il est toujours donné. Je suis trop bavarde, ne m'engueule pas. Quoi ? Quelqu'un aurait dit ça? Oh non, c'est pas notre genre. Je vais vous dire jamais. Non, je vais aller me repentir. Allez vous repentir. Mais pas trop loin, parce que dans un instant, on revient avec le tour de table de l'actu des vraies voix. Et là, vous allez pouvoir parler, ma chère Elisabeth Lévy. Pas trop quand même. Attention, mesurez votre parole. 0826 300 300 si vous voulez réagir sur ce tour de l'actu de nos vraies voix. Bien entendu, vous êtes les bienvenus. Il y a un siège pour vous. Voilà, vous êtes nombreux, hein, mais bon, quand même, on vous empilera. C'est un fauteuil voilà, pour un million. Et voilà, et merci d'être de plus en plus nombreux. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Ce sont les vraies voix jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous et aussi Elisabeth Lévy qui est avec nous, directrice de la rédaction de Causeur. Bon, bah, voilà, Tom Conan est avec nous, auteur de moult livres. C'est quand le prochain, Tom? C'est bientôt, il est déjà écrit, il est en train d'être façonné par l'éditeur pour un envoi. Il s'appelle comment? Il s'appelle The Real Voice. C'est secret, c'est sous embargo, évidemment. Vous imaginez bien, il y a des millions d'euros en, mais vous voulez cause. Oui, et puis surtout, il y a déjà des queues devant les librairies. Bien sûr, mais évidemment, détrompez-vous. J'aurais pas dit des queues, j'aurais dit des fils. Et après, elle dit que c'est moi qui fais des mauvaises vannes. Non, c'est pas de mauvaise chose. C'est émouvant, un livre qui est en train d'être de naître. Vous voulez qu'on vous aide à trouver un titre? On peut y aller, allez-y, go. Mais il a déjà son titre, il est en train d'être fabriqué. Ouais, je sais pas, peut-être qu'on a un sous-titre éventuellement. Non, mais en live, là, tout de suite maintenant, qu'est-ce qui serait sexy? Qu'est-ce qui ferait vendre un petit ça peu? dépend, vous parlez de quoi? Je sais pas. Ça, je peux pas non plus le dire. Tu pourrais changer, tu pourrais dire. C'est difficile. Non. En fait, la question c'est est-ce qu'il y a plusieurs mots? Il y a beaucoup, vous savez, cette mode maintenant d'avoir un seul mot. Mensonge. Mais voilà, mais je trouve que c'est. Il y a un mec qui a écrit un livre qui s'appelle Radical. Mais ça se fait trop maintenant, tout le monde le fait, donc je sais pas si c'est une bonne idée. Tu peux pas nous donner une petite idée du livre pour qu'on. En tout cas, ça sera Radical, le doublement d'ailleurs. Doublement Radical. Double dose. Je m'étais un peu calmé sur le dernier. Ouais, d'une certaine façon. Double dose. Moi, je vous propose. Radical 2. Je vous propose. Je vous demande de vous arrêter. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu. C'est à quoi je pense. Je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense. Le tour de table de l'actualité. Et on démarre avec Philippe Bilger, avec Tom Hanks, qui a dit qu'aujourd'hui, qu'il ne rejouerait pas Philadelphia. Cancel oui, culture. alors Cécile, on a une ministre de la Culture, si j'en crois Le Monde, qui a affirmé son ambition de dénoncer la culture woke, et je lui souhaite bon courage avec le ministre de l'Éducation nationale qu'on a. Et au fond, elle a pris à un moment donné dans l'édito, dans l'article de Michel Guérin du Monde, il évoque la pensée, le propos de Tom Hanks, qui dit qu'aujourd'hui, il n'accepterait plus de jouer le beau rôle de l'homosexuel dans Philadelphia, parce qu'il considère que c'est de l'inauthenticité et qu'en réalité un transgenre doit jouer un transgenre, un homosexuel un homosexuel et un hétéro un hétéro. Et tout ça, ça peut paraître risible, mais si on allait au bout de ce délire, comment dirais-je, on bloquerait net, on interromprait, on battrait en brèche le hiatus qui doit exister entre ce qu'on joue et la réalité. Ce qui, au fond, si on allait au bout, l'art lui-même perdrait sa forme d'universel, et en réalité, on tomberait dans une sorte de prosaïsme du quotidien, où il n'y aurait plus de fiction, où il y aurait une telle représentation du réel que le réel, en réalité, ne serait plus de l'art et qu'il l'étoufferait. En même temps, je rappelle que Othello a été joué par un blanc. Hein. Évidemment. Et on a changé la fin de Carmen. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de rôle. Si on joue ce qu'on est, c'est la légalisation de la carte et du territoire, et parfaitement, comme l'a dit Philippe, la négation de l'art. J'ajoute juste, pour faire un peu de promotion, que je vous invite à aller lire sur ce sujet son excellent texte sur le site de Causeur. C'était mon quart d'heure marchand. Très bien. C'est pas mal, j'ai parlé de Philippe Murer à une certaine époque. Il est venu ici, très intéressant, il m'a beaucoup fait réfléchir, et sur Causeur, il a dit la même chose, encore plus brillamment. Tom. Alors moi pareil, c'est pas Tom Hanks, c'est Tom Cannon. Alors moi j'ai effectivement parlé de ce sujet. Vous parlez de votre livre Non, j'avais parlé de ce sujet de la cancel culture, effectivement, la question de l'art et de l'interprétation qu'on peut en faire justement dans le monde contemporain, dans ce contexte-là, dans une émission de Ruquier, Laurent Ruquier, sur Paris Première. Et effectivement, moi c'est un sujet que je comprends pas, que j'ai vraiment du mal à saisir. Autant effectivement si Tom Hanks en l'occurrence avait été par exemple un homophobe, là on aurait pu comprendre en effet comment est-ce que une personne qui a des opinions de ce type va jouer dans un film qui est plutôt là pour dénoncer justement l'homophobie. Vous savez, il y a des anti-nazis qui ont dû jouer Hitler. Oui, bien sûr. Voilà, oui, non, mais bon, mais après là, c'est une question de conviction, vous avez le droit. En revanche, effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait Philippe à l'instant sur le nécessaire hiatus, en effet la distinction en tout cas entre l'art et la réalité. Et moi je pense qu'il peut y avoir même de
l'art pour l'art, même de l'art abstrait, de l'art qu'on ne comprend pas, pour la simple beauté du geste, pour une recherche d'esthétique, d'émotion, quelle que soit cette émotion d'ailleurs, et que ça doit absolument être préservé. C'est l'une des plus belles choses qui puisse exister. C'est tout ce qui nous reste aujourd'hui. Voilà, effectivement, si on est empêtré dans la casuistique, dans cette réalité du quotidien qui est intéressante, qui doit être effectivement utilisée pour des combats éventuels, mais qui ne peut pas ensevelir tout le reste. Et d'ailleurs, il y a un philosophe, vous savez, que j'adore, qui s'appelle Alain Badiou, j'en parle tout le temps. Il dit que justement, il y a plusieurs domaines de réalité, de vérité, l'art, la science, la politique et l'amour. Et l'une des erreurs, pourtant c'est un penseur d'extrême gauche, c'est de faire recouvrir un domaine par un autre. Et ça, ça appauvrit l'existence humaine. De la cancel culture, on passe forcément au puritanisme. Je vais pas l'embêter comme ça, je l'embêterai pas sur Badiou. C'était pour faire plaisir justement, Elisabeth. Ce sera pour une autre fois. Badiou, il a une passion des antiquités. Je suis pas du tout d'accord, mais ça va. Quand vous dites un homophobe peut pas jouer un homosexuel, si, je vous dis, un anti-nazi peut jouer Hitler. D'ailleurs, la plupart des gens sont anti-nazis. Il faut bien qu'il y ait des gens qui jouent les nazis dans les films de guerre. Donc, oui, mais là, ce serait. Oui, d'accord. Mais dans le film Philadelphia, dont le but, quand même, il y a aussi un but moral et politique derrière. Alors justement, il est là. Voilà. Vous me passez le plat, c'est que j'en ai assez du puritanisme, si vous voulez, qui est partout, sauf là où il en faudrait peut-être un tout petit peu. Alors j'ai déjà parlé ce matin dans ma chronique de l'affaire Bastien Vives, où on reproche donc à Vives non pas des actes, mais on lui reproche des dessins pour adultes où il représente des fantasmes. Alors oui, c'est le fantasme d'un petit garçon qui aime les femmes à gros seins, y compris sa mère. Mais comme on le sait, tous les petits garçons aimeraient bien coucher avec leur bonbon, et ça s'appelle un fantasme. Et il représente les fantasmes et les désirs. Et les désirs, c'est pas propre. C'est comme ça. C'est pas joli, c'est l'âme humaine, et c'est ça qui la rend intéressante. Donc on lui reproche cela, toute une campagne déprogrammée d'Angoulême. Ensuite, attendez, j'avais un deuxième exemple, c'est Houellebecq qui joue dans un film, dans un petit porno. Alors bon, je sais pas, je connais pas bien l'histoire, c'est un truc fait par des Hollandais, il est question de sa femme, je m'en fiche un peu, c'est Houellebecq, il fait ce qu'il veut, c'est certainement marrant, et c'est entre adultes consentants. Et là, le Nouvel Obs monte sur ses petits poneys, mais comment, on a perdu Houellebecq, c'est plus un écrivain, Aurélien Bélanger, qui nous explique que maintenant il est parti ailleurs, et que donc ces gens pensent que l'art doit être édifiant. Et pour finir, les mêmes qui s'indignent sur Houellebecq, qui s'indignent sur Bastien Vives, alors ils ne voient aucun problème avec les fameuses drag queens de Toulouse. Alors je précise que le problème des drag queens qui devaient faire une conférence pour les 3-6 ans à Toulouse, c'est pas que ce soit des transsexuels, 3-8. Donc c'est pas que ce soit des transsexuels ou des transgenres ou ce que vous voulez, c'est pas ça le problème en l'occurrence. Le problème, c'est que drag queen, c'est un peu du porno, si vous voulez, c'est de l'hypersexualisation, si vous voulez. Et je ne sais pas quel préjugé on peut prêter aux enfants de 3 ans. Bon, ils se touchent. Pardon. Juste, si vous voulez, là où il faudrait peut-être un peu de contrôle, parce que je ne crois pas qu'il faille offrir ce spectacle ou ces spectacles à des enfants de 3 ans. Je ne crois pas que les enfants de 3 ans aient des préjugés homophobes, Tom. Je n'ai rien dit pour l'instant. Voilà. Mais en revanche, c'est vraiment une mécompréhension quand même des drag queens. Alors, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais ça m'est arrivé assez souvent. Il y a même une boîte que je fréquente qui s'appelle la Purple, où il y a souvent des spectacles un petit peu de ce type-là pendant la soirée. C'est très sympathique. Mais moi, j'adore les drag queens. En fait, le Purple, c'est pas là où tout le monde peut rentrer. C'est une boîte de nuit, elle est normale, 18 ans quoi. Elle est LGBT friendly, elle est pas mythique où tout le monde avait le droit de rentrer, même les gens normaux. Les amis, où reste non mais vraiment, c'est pour terminer. En fait, les drag queens n'ont pas de rapport avec une sexualisation quelconque. L'idée, c'est, pour revenir sur ce que c'est d'exacerber volontairement les stéréotypes de genre dans le genre masculin ou dans le genre féminin et d'en faire un spectacle. C'est ça le principe du drag queen. Donc c'est pas du tout du cul. Voilà, exactement. Donc je vois absolument aucun problème à le montrer à des enfants dans ce cadre-là, en tout cas. Parlez de votre cas, à vous, Tom Conrad, sur le bien-être animal et l'exemple que vous voulez mettre. Alors, effectivement, moi, je suis assez attaché au bien-être animal, plein de gens aussi, je pense. Et il y a une initiative assez mignonne, je trouve, que j'ai notée à Carrières-sous-Poissy, où le chien est bienvenu dans presque tous les commerces. Donc, c'est un commerce ami des chiens. Donc, du coup, vous pouvez arriver avec votre chien dans le salon de coiffure, la librairie, l'agence immobilière, le bar tabac, etc. Ça peut paraître assez anecdotique, mais ça change aussi notre rapport, justement, à l'animal.
animal, sans être spécialement antispéciste moi-même. Et voilà, je trouve que c'est intéressant. Ce compagnon, il fait partie du quotidien, il fait partie de la vie des gens. Pourquoi pas l'accueillir davantage dans l'espace public? Celui qui aime pas les chiens, et tant pis pour lui, il a qu'à pas aller au tabac, à la librairie, etc. Donc, voilà, il n'est pas en danger, les chiens seront en laisse, etc. Donc pourquoi vous n'aimez pas les chiens? Si, moi j'aime plutôt les chiens, mais je tiens à la distinction. D'ailleurs, vous avez dit que vous n'étiez pas. Pas spécialement antispéciste, mais. Je fais la carpe. Voilà, faites la carpe. Et c'est ça. Bombardé du regard. Ah non, mais regardez. On ne peut pas amener sa carte à la librairie. Vous restez. Vous carpe diem. En tout cas, qui est muet? Personne. Ça, c'est une remarque qu'il y a du chien. J'aimerais ne pas l'être. Allez, tout de suite, dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. Vous restez avec nous. On va revenir sur cette séquence terrible, le suicide de Lucas dans les Vosges. 4 adolescents de 13 ans vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. On va en parler avec Hugo Martinez de l'association Hugo. Dans un instant, 0826 300 300 si vous voulez témoigner. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix avec nous jusqu'à 19h. On est ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Ce serait dommage que vous n'en soyez pas. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et 3 semaines après le suicide de Lucas dans les Vosges, 4 adolescents de 13 ans ont été jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide, Philippe. Oui, grâce à la loi Baladon du 2 mars 2022, le harcèlement scolaire est devenu un délit passible de 10 ans de prison et vont être, oui. Et de 150 000 € d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée. Vous avez eu un enfant harcelé, vous avez un enfant harcelé, vous voulez témoigner, Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, Hugo Martinez est avec nous. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes président de l'association Hugo contre le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, on va faire un tour de table, si vous permettez, Hugo. Philippe Bilger, forcément, c'est un sujet qui touche tout le monde. On le disait hors antenne, on a tous été à un moment donné moqués, et voilà. Sauf que là, ça va très très loin, de plus en plus loin. Absolument. Moi, je me souviens, dans l'enfance, je peux considérer que j'ai été harcelé, été l'objet d'un racisme, et je me tentais de me débrouiller comme je pouvais tout seul. Mais pour le jeune, la terrifiante histoire du jeune Lucas, j'ai beaucoup apprécié, même si le sujet est dramatique, la réaction de la mère de Lucas qui, à plusieurs reprises, on lui pose des questions, elle dit à propos de ceux qui s'en sont pris à son fils, mais ce sont des enfants, comme si elle était écartelée véritablement entre l'envie de les pourfendre et en même temps cette conscience qu'elle ne pouvait pas traiter les enfants, même ceux qui avaient peut-être conduit son fils au suicide, comme s'ils n'étaient pas des enfants. C'est vrai que la mère était très digne. C'est pour ça, moi je pense que c'est d'abord un phénomène culturel, de la manière qu'il peut y avoir une culture du viol, on le dit parfois dans d'autres problématiques, il y a une culture du harcèlement, effectivement, au collège, un peu au lycée, ça dépend évidemment des cas, ça dépend des personnes, et on est plus ou moins exposé. Moi, je sais que j'ai pas forcément été dans ce genre de situation, mais j'ai pu voir des personnes, en effet, qui avaient été victimes. J'avais pas même parlé de Lucas dans une précédente émission sur Sud Radio, et en effet, je pense que ce cas, il est quand même très emblématique. Il est à la fois extrêmement violent, et il y a plusieurs éléments dans cette histoire-là. Il y a effectivement la question du harcèlement, et la question, disons, du motif du harcèlement, en l'occurrence l'homophobie. Ça pourrait être un autre motif, mais c'est celui-ci qui est retenu, qui est quand même assez souvent là. Il y a quand même le travail culturel, entre guillemets, très important aussi. Rappelez-vous Eddie Bellegueule, pour en finir avec Eddie Bellegueule, un livre de Édouard Louis, qui est un auteur important à mes yeux, qui a écrit pas mal de sujets, de questions... excusez-moi, qui a écrit pas mal sur la question de la violence, notamment Histoire de la violence aussi, et d'en finir avec Eddie Bellegueule, il parle beaucoup de ces questions-là. Donc je pense qu'il faut aussi élargir un peu son spectre. Encore une fois, je pense que c'est vraiment la culture du harcèlement qu'il faut détruire, à laquelle il faut s'attaquer, plus qu'aux personnes, notamment lorsqu'ils sont très jeunes. Elisabeth. Ouais, bon, j'aurais voulu vous répondre sur Eddie Bellegueule, où en fait, lui il était un peu l'enfant chéri de son village, il leur crache à la gueule. Excusez-moi, il fait pas qu'une bonne action dans ce livre. Bon, passons. Ceci étant dit, moi, il y a deux choses que j'aurais envie de dire. La première, c'est que je crois que les réseaux sociaux ont créé une nouvelle forme de méchanceté.
moi personnellement, effectivement, je n'ai pas été harcelé. Un écho à la méchanceté. Non, mais ça a créé. C'est le média crée en réalité les affects. Si vous voulez, et ça a créé des choses, un type de méchanceté qui n'existait pas. Alors moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience, je dois dire, malgré mes nombreux défauts. J'étais aussi une adolescente ronde, donc j'aurais pu être moquée pour ça, mais non, même pas. Mais je ne me rappelle pas. Oui, il y avait quelques têtes de Turcs, les polars en fait souvent, mais ça n'allait jamais très loin. Les réseaux sociaux ont créé cette chose où on expose aux autres sa méchanceté. Il y a une espèce d'émulation de la meute qui n'existait pas auparavant. La deuxième chose, c'est que dans le fond, ce qui m'intéresserait aussi, et évidemment qui est plus compliqué à avoir, bien sûr les témoignages des gens harcelés ou de leurs parents, c'est important. J'aimerais moi aussi avoir les témoignages de harceleurs. J'aimerais quelqu'un qui m'explique comment on entre dans cette mécanique, quelqu'un évidemment qui a suffisamment de recul pour avoir compris ce qui lui est arrivé, mais je trouve que c'est très important que des gens qui se sont prêtés à cela essayent de nous faire comprendre comment on en vient, si vous voulez, à se comporter comme des petits barbares. Mais en général, pardon, la faiblesse attire le harcèlement. Le dénominateur commun de toutes les jeunes personnes qui sont harcelées, c'est une fragilité. Le sadisme humain est incomparable. On va en parler avec Hugo Martinez, président de l'association Hugo contre le harcèlement scolaire. Hugo, forcément, face à ce drame, il faut agir vite et bien pour une fois. Oui, c'est malheureux ce que je veux dire, mais la disparition de Lucas va avoir une utilité pour l'intérêt public. Elle va avoir un intérêt parce que avec cette avancée qu'on a appris donc vendredi soir, ces 4 collégiens qui vont être entendus par la justice, on va y revenir sur le comment on est arrivé jusque-là et pourquoi, mais c'est d'envoyer un signal à finalement toutes les communautés éducatives en France, à tous les jeunes Français. Ce signal, c'est quoi? C'est de dire que le harcèlement scolaire ne sera plus impuni en France. Alors, j'entendais tout à l'heure, oui, ce sont des enfants, et j'entends cette petite musique qui vise à dire, amener la justice dans ce milieu éducatif, c'est détruire des vies d'enfants, etc. Mais à la fin, il y a déjà des vies qui sont en fait détruites. Lucas, il a disparu. Lucas, sa vie, elle a été mise. Lucas n'existe plus. Et de nombreuses victimes en arrivent jusque-là. Donc en fait, moi, la question aujourd'hui, c'est pas de savoir est-ce qu'il faut sanctionner, est-ce qu'il faut faire appel à la justice ou pas. Oui, il faut. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que justement ces affaires servent aussi à envoyer un signal, servent aussi à permettre à faire comprendre à d'autres jeunes la gravité du harcèlement scolaire. Tout à l'heure, en introduction, vous disiez qu'en effet, il y a des peines de prison, de financières également, pour lesquelles ces jeunes sont passibles. Ce qu'il faut rappeler, en fait, 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende selon la nouvelle loi. En fait, voilà. Alors cette loi, on va y revenir. Je suis bien placé pour en parler parce que c'est avec l'association nous qui l'avons portée. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que pour tout délit pénal, on est obligé, en face de mettre des peines de prison et ou financières, parce que c'est ce qu'on appelle l'échelle des peines. C'est ce qui permet de classifier l'importance des peines. Dans la réalité, on est sur de la justice pour mineurs. Donc le seul décisionnaire à la fin, c'est le juge pour mineurs. Et on le rappelle d'ailleurs, les procédures judiciaires pour mineurs sont à huis clos. Et d'ailleurs, l'avocate de la famille l'a rappelé tout à l'heure, c'est à huis clos, contrairement au procès pour majeurs. Et donc, finalement, la prison, ça va être que pour les cas les plus extrêmes, un multirécidiviste, une famille avec un passé chargé d'un point de vue judiciaire, dans 9 cas sur 10, on n'aura pas de prison. Oui, mais Hugo, pardon de vous couper, mais est-ce que effectivement cette nouvelle loi peut changer quelque chose, d'abord vis-à-vis des parents, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup des enfants, mais les parents ont été informés que leurs enfants harcelaient, donc à un moment donné, là aussi, il faut trouver une solution. Alors, la question qu'on ne sait pas encore, c'est, on sait que le collège a été informé, on sait que le collège a reçu les enfants, donc entre autres ces 4, on ne sait pas encore si le collège a également informé les parents, du coup de ces 4 enfants, ça on ne sait pas. Ce qu'on sait, ce qui est certain, c'est qu'en effet le collège a été informé et n'a pas prévenu la justice. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'avec cette nouvelle loi, puisque le harcèlement scolaire est devenu un délit, ils sont en effet sous le coup de la loi et de non-signalement à la justice d'un délit. Cette loi, elle a une utilité réelle. Jusqu'à présent, le harcèlement scolaire n'était pas interdit dans la loi. Et donc, finalement, il y avait une impunité totale et donc les jeunes se retrouvaient face au pire à une convocation, en effet, peut-être par la police ou la gendarmerie, et encore, c'était dans les plus grands cas et les pires situations. Là, il y a vraiment un interdit qui est posé,
Et ce signal de ces 4 collégiens entendus par la justice et jugés par la justice doit être justement, doit faire office d'exemple. Philippe Bilger. Pour vous expliquer un peu l'hésitation que j'ai eue tout à l'heure, et je crois rejoindre ce qu'a dit Cécile, c'est que en réalité, on a du mal à considérer que ces mineurs sont responsables dans la mesure où ils sont l'émanation directe d'une famille et je dirais d'un climat plus global où probablement on ne leur a jamais appris à respecter une nature différente de la leur. Et donc j'ai du mal après à accepter qu'on pose sans réfléchir une étiquette pénale sur des mineurs qui ne sont pas directement responsables. Mais c'est vrai pour un mineur qui attaque une vieille dame alors. Non. Bah si, non, on lui a pas appris à respecter les vieilles dames. Mais il me semble qu'au-delà de la... non, sérieux, là, je comprends pas. Oui, mais c'est pas tout à fait pareil. Parce que le mineur, même le plus inconscient, il agresse une vieille dame, il a une mère dans sa famille, il a une grand-mère, il y a une immédiateté de l'agression qui ne peut que le saisir devant la réalité de la transgression. Quand on va dire, alors que tant d'adultes tournent en dérision, se moquent de l'homosexualité, comment un mineur serait-il lui-même suffisamment lucide pour le comprendre? Oui, c'est ça, Tom. Et oui, moi je pense qu'encore une fois, il faut vraiment combattre cette culture globale du harcèlement, qui est vraiment un phénomène endémique, on pourrait dire. Et à un moment donné, il faut aussi que les personnes de l'intérieur, mais évidemment, ça n'empêche pas d'avoir des lois, des condamnations, c'est fort heureux. Mais voilà, aujourd'hui sur TikTok, vous avez 90% des personnes dans une classe d'âge qui sont connectées dessus une bonne partie de la journée. Là, il y a un gros travail à faire. Pourquoi pas au sein même des influenceurs, etc. Mais c'est aussi leur travail. Oui, mais on dit souvent que ce que les enfants répètent, ce sont des choses qu'ils entendent en famille. Excusez-moi, j'ai quand même le sentiment que les préjugés à l'égard des homosexuels ont plutôt chuté. C'est en voilà, et justement, cette culture-là a justement eu tendance à régresser parce que justement, de la base, il y a une réaction incroyable, notamment de la jeunesse, effectivement, pour mettre en avant des différences sur la question du genre. Dites-nous ce que vous... Dites-nous ce que vous en pensez. Excusez-moi. La sexualité, c'est pas la même. Excusez-moi. 0826 300 300. Donnez-nous votre avis. Est-ce que vous pensez que la responsabilité des parents, on doit aller dans ce sens-là? Hugo Martinez. Sur la responsabilité des parents, en effet, par exemple dans la loi du 2 mars 2022 qu'on a portée, on crée normalement justement notamment une nouvelle carte possible de peine constructive à disposition des juges pour mineurs. C'est les stages de responsabilisation au harcèlement scolaire. Et là, c'est typiquement une peine qui est partagée entre l'enfant. L'enfant est contraint d'aller à ce stage et les parents, puisque le stage est aux frais des parents. Donc oui, je rejoins cette logique d'une responsabilité partagée entre l'enfant lui-même et les parents. Par contre, je pense qu'on ne peut pas enlever l'enfant, enfin sa responsabilité dans le processus. Il a été alerté une première fois à minima par le oui, collège. Oui, mais après, Hugo, c'est ce que dit Elisabeth Lévy, elle a raison. La force des réseaux sociaux, on n'est peut-être pas entraîné par ses parents, mais on est, voilà, c'est la force du groupe. Oui. On veut faire comme tout le monde, donc on va dans la meute. Voilà, c'est ça aussi le deuxième... C'est ça, mais il faut quand même rappeler qu'au début de toute situation de harcèlement scolaire, il y a un ou plusieurs leaders. Et là, ce sont ces 4 jeunes qui ont été leaders de cette dynamique-là. D'ailleurs, sur les 4, il y en a déjà 3 qui ont avoué avoir été à l'auteur d'effets de harcèlement scolaire dès les premières auditions. Alors, il y en a une 4e, du coup, une collégienne, je crois. Je crois que c'est une collégienne qui, encore, pour l'instant, est réticente, en tout cas, à admettre l'effet de harcèlement scolaire qui lui sont incombés. Mais dès le début, ils l'ont reconnu. Donc, moi, je crois que cette situation, et je voudrais qu'on vienne sur la loi pour que concrètement on puisse expliquer aux familles à quoi elle sert aussi cette loi. Mais cette situation, pour moi, elle est très bénéfique. Elle envoie vraiment un signal fort. Oui, et elle envoie aussi la responsabilisation de tous les adultes au sein de l'établissement scolaire. Encore une fois, dans toute situation de harcèlement scolaire, il y a des adultes qui ont failli, qui ont manqué à leurs obligations. Le harcèlement, ce que je voulais dire, c'est qu'il est amplifié effectivement par les réseaux, on l'a tous dit. Effectivement, ça donne une caisse de résonance à des paroles qui sont violentes et qui, prononcées en privé ou dans un message comme ça, isolé, n'auraient pas forcément la même importance et donc le même impact sur la psyché ensuite de la personne. En l'occurrence de Lucas, même si je connais pas l'affaire exacte dans les détails, personne ne la connaît encore. Et donc c'est aussi le rôle des plateformes. Je suis désolé, mais il est difficile à l'algorithme de détecter tout ça. Mais la plateforme aussi a une forme de responsabilité dans cet engouement. C'est 0826 300 300. Samy est avec nous. Bonsoir Samy. Bonsoir Samy. Samy. On entend votre clignotant, mais on ne vous entend pas. Oui. Samy, vous êtes avec nous. Oui, Samy, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Désolé.
Moi, je vous appelle par rapport à l'éducation en fait des enfants, parce que des ados, des jeunes actuellement. Je pense que l'éducation elle commence à la maison. C'est les enfants, l'école ne fait pas tout, il peut pas tout faire. Une prof peut pas éduquer 25 élèves ou 22 élèves, je sais plus combien ils sont en classe. Parfois 35. 35 au final. 35 en plus. Donc moi je pense que c'est l'éducation elle commence à la maison, parce qu'on doit apprendre à son enfant les bonnes manières, la façon de parler, la politesse, chose que maintenant les parents ils font plus. Moi je vois des jeunes maintenant. Samy, vous êtes père de famille ? Oui, je suis père de famille, moi. Et c'est une éducation que vous donnez à vos enfants, vous faites attention à ça ? Moi, c'est complètement. Moi, mon fils, il sort pas déjà, il fréquente pas n'importe qui. Il a quel âge ? Il a 10 ans. Oui. Ah, c'est sûr que c'est pas l'âge pour sortir. Hein. Non, mais je veux dire par là, il fréquente pas des petites... des délinquants. Les enfants d'autres parents, dans le sens où, bon, je vais pas cataloguer des familles, mais je vois déjà tout petit, on voit déjà le comportement, quoi. Ça commence déjà tout petit, en fait. Absolument. Dans certaines communautés, par exemple, moi j'ai ma communauté, je veux pas dénigrer ma communauté, mais dans le sens où c'est des gens un petit peu excités, déjà le petit côté où je vais aller chercher le petit, je vais le un petit peu, voilà, le pousser, etc. Et ben ça, non, pour moi c'est tout petit. Voilà, il faut être carré sur ça. Et ils le font pas, les parents, je le vois. Franchement, je le vois. Moi, vous savez, vous montrez un petit de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, je vous dis comment il va être à 18 ans ou à 16 ans. Ah bah c'est sûr que même petits sont parfois très excités. Merci beaucoup, Samy. Hugo, un petit mot peut-être. Moi, je crois qu'il faut juste peut-être dire aux familles par rapport à ce qui vient d'être dit, et je crois qu'il faut le rappeler, cette loi qui encore une fois est un vrai outil pour les familles. On le sait dans la plupart des cas, malheureusement aujourd'hui, vu les conséquences que ça prend, les familles sont obligées de poursuivre ces démarches-là en justice. Alors on le rappelle, il y a 2 numéros verts, 30-20, 30-18, qui permettent d'être une première étape et parfois de désamorcer les situations de harcèlement scolaire. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'avec cette loi qu'on a portée, donc avec l'association Hugo, il y a 2 outils. Il y a le fait maintenant, aujourd'hui, on peut aller porter plainte en commissariat ou à la gendarmerie pour harcèlement scolaire, et le processus est simplifié maintenant puisqu'il y a un motif de plainte dédié qui existe. Et une deuxième chose, si une famille a la capacité de prouver qu'elle a signalé le harcèlement scolaire de son enfant à l'établissement scolaire et que l'établissement scolaire ne réagit pas, elle peut saisir le juge des référés liberté et obtenir en 72 heures la prononciation d'un dispositif de réponse. Merci beaucoup Hugo Martinez d'avoir été avec nous, président de l'association Hugo contre le harcèlement scolaire. Merci beaucoup, en tout cas on espère que cette loi va permettre aux choses de s'adoucir. Vous restez avec nous, c'est Les Vraies Voix, on reste ensemble jusqu'à 19h. Dans un instant, Gérald sera avec nous, notre auditeur, la 4e voix de cette émission. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Encore 8 minutes de plaisir et en ce moment... D'intense plaisir. D'intense plaisir. 35. Oui. C'est 8 minutes TTC, hein, parce que moi je regarde la pendule. Oui, douche comprise, avec le taxi compris et tout ça. Voilà, c'est très rapide. C'est vrai, là il y a écrit 4 minutes 20. Ouais, 4 minutes 20, absolument. Avec Gérald qui est avec nous, notre vraie voix auditeur. Gérald, et vous vouliez revenir sur les retraites. Tout à fait. Et merci de prendre l'appel. En fait, je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure sur on pouvait vivre 30 ans de plus quand on arrive en retraite, ce qui est totalement faux. Je suis pas du tout d'accord, dans le sens où peut-être vivre 30 ans, peut-être, je dis bien, mais dans quel état on sera? Si on quitte à 60 et qu'on a 90 ans, je suis pas sûr qu'on court les lapins dans les forêts. Donc, si vous voulez. Après, ça dépend du métier que vous faites, Gérald. C'est toujours la profession est un point important. Mais je vous rappelle quand même qu'on n'est pas du tout maintenant dans une logique et on est dans une pente descendante par rapport au décès. On vit plus longtemps, ce qui n'est pas du tout vrai par rapport justement à des métiers, par rapport à un environnement, par rapport à la malbouffe, par rapport à plein de choses. Donc, j'essaie de préciser ce que je voulais dire. C'est évidemment une statistique. C'est évidemment une statistique. Quand la retraite était à 65 ans ou 67 ans, d'accord, les gens mouraient à peu près à l'âge de la retraite. Donc c'était ce que la CGT appelait à juste titre la retraite de la mort. Aujourd'hui, l'espérance de vie est telle
que, je ne dis pas, j'étais pas en train de dire ça en termes de plaisir, je disais que pendant 30 ans, quelqu'un va payer votre retraite. C'est pour ça que ce qui justifie une réforme... Que vous soyez en bonne santé ou pas, c'est ça. Qu'on soit en bonne santé ou pas, Voilà. ce qui justifie une réforme, si vous voulez, c'est qu'il y a un actif qui va devoir payer et vous allez être, et tant mieux, nous allons être, moi j'ai bien l'intention d'être à votre charge, mon cher Tom. Pas trop longtemps quand même. Et nous allons Il y a être un à la viager, charge là, il y a un viager. des actifs statistiquement pendant plus longtemps, en bonne santé ou pas en bonne santé. C'est tout ce que je voulais dire. Et effectivement, je parlais de cette dame parce que je l'ai entendue à la radio qui disait qu'elle était à la retraite depuis 36 ans. Et si on faisait la retraite par viager, c'est-à-dire que vous choisissez une personne âgée, vous dites bah voilà, moi je lui paye sa retraite jusqu'au bout. Mais Et si déjà, vous avez de la chance, vous avez de la chance. Elle a choisi Tom Conan. Je plaisante, Moi, je plaisante, bien sûr. Surtout un jeune homme qui a l'air plein de force. Voilà, donc, c'est ça. Je le Ouais. choisis. Allez. Et plein de gaieté, ce qui est important. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le problème quand même de la situation aujourd'hui, c'est que l'espérance de vie n'augmente plus, ou presque plus, même dans certains pays. On est même un peu réduit suite au Covid. Voilà, aux États-Unis, par exemple, elle a un peu baissé, et après, selon évidemment les milieux selon lesquels vous êtes, vous pouvez avoir même une baisse assez importante. Donc ça, c'est quand même un premier point. Faut pas imaginer que l'espérance de vie augmente d'un an tous les ans, et que donc il faut absolument faire des réformes de retraite sans arrêt. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est important, c'est qu'on peut quand même imaginer qu'il y a un certain progrès économique, un certain niveau de développement, des standards qui sont un peu plus élevés qu'il y a 50 ans, et que donc il n'est pas totalement anormal de se dire voilà, on va consacrer un peu moins de temps de la vie globale au travail. Et je pense que c'est quand même ce vers quoi on doit tous tendre normalement en tant que société développée, qui a la prétention d'être une société développée. Tous rentiers. Voilà, non, moi, c'est pas ce que rentier, mais de se dire voilà, ce serait bien. Sur 100, si la vie c'est 100%, de dire voilà, il y a que 70% du temps par exemple qui est consacré au travail. Et ça, c'est quand même pas mal. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont un boulot qui les emmerde, qui est mal payé, qui est éventuellement pénible. C'est pas que non plus une partie de plaisir. Oui, mais subvenir à ses besoins, c'est quand même une dignité. Philippe a donné un chiffre sidérant l'autre jour sur le temps de donné travail. par un sociologue 10%. que dans l'ensemble des activités, le travail ne se voyait, on dit quoi, l'infinitif de se dévaloir, que 10%. Voilà. Que 10%. Ça représente 10% de la vie, d'une vie totale. Alors Le là, mot vous de la m'avez fin. plongé dans un abîme Gérald. de perplexité. C'est quoi l'infinitif? Allez, Gérald, les enfants, le mot de la fin avec Gérald. Allez-y. Alors, le Gérald. mot de la fin, c'est que je vous remercie vraiment de la qualité des débats, déjà d'une part, et je suis ravi que Ne les Sud poussez Radio pas va non plus, payer, hein. Ne les va envoyez. payer ma retraite. Merci. Vous choisissez En qui tout cas, pour vous la je souhaite payer? une bonne fin de journée et merci beaucoup encore de, je vous dis vraiment, exister longtemps. Comme ça, je pourrais vous écouter jusqu'à la fin de mes jours. Oh, vous êtes trop mignon. Gérald, bravo, Gérald. Merci beaucoup, Gérald. On vous embrasse très fort et merci. Vous avez été un très bon auditeur. Merci de la qualité, en tout cas, de votre. D'avoir joué le jeu. Merci en tout cas. On vous retrouve demain, Philippe Bilger, à 17h. Avec quelqu'un d'une autre tonalité. Voilà, avec Françoise Degois. Mais une grande gueule quand même. Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, comme dit le poète. Ouais, c'est beau. Voilà. Et merci beaucoup, Tom, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. C'était un plaisir de vous avoir tous les trois ce lundi. Allez, pour détachez vos redémarrer. ceintures, nous avons atterri. Allez, cassez-vous. Allez, cassez-vous maintenant. Dans un instant, on va vous parler citoyenneté avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros. De belles associations et de beaux engagements comme chaque lundi. À tout de suite.